Dans cet épisode, nous recevons Monsieur Laurent Garcia. Monsieur Garcia, je vous laisse vous présenter. Aujourd'hui, je suis maire de Laxou depuis 2008. J'ai été réélu en 2020. De 2017 à 2020, j'ai été député. Je suis conseiller départemental également du canton de Laxou, qui comprend les deux communes Laxou et Villers, deux communes de 15 000 habitants environ chacune. Je suis également président de la commission des finances de la métropole du Grand Nancy. Voilà l'état de mes mandats aujourd'hui. C'est un long parcours dans la politique. Qu'est-ce que vous en ressortez? Alors, j'ai toujours mêlé de front une activité tournée vers l'intérêt général communal et surtout maire. L'expérience de député a été très enrichissante, mais me sens plus comme élu de terrain, élu municipal, mais également une carrière d'ingénieur puisque j'ai intégré l'ENSEM de Nancy. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Nancy en 1990 et puis en 1994 j'ai commencé à travailler comme ingénieur dans une PME d'hydraulique de la région. J'avais été recruté par ce qui s'appelait Gaz de France. Aujourd'hui ça s'appelle Engie. Donc aujourd'hui je continue à travailler parce que c'est pas avec les indemnités des mandats locaux qu'on devient riche. Donc il faut bien continuer à travailler. Je suis marié, j'ai 2 filles. Ce que je retire, c'est que c'est une grande satisfaction intellectuelle pour le mandat local de mener à bien des projets qui ont été décidés localement et qui sont menés à bien et concrétisés localement. La faculté à mentir ouvertement est-elle nécessaire pour gouverner aujourd'hui? Moi, je dis que le bon sens populaire l'emporte toujours. Et donc, je dis aussi que tout se sait toujours. Donc, c'est pas vrai que pour la parole politique, la parole publique, c'est vrai aussi dans l'entreprise, c'est vrai aussi dans la famille. J'invite chacun à dire la vérité. Déjà, intellectuellement, on dort vachement mieux. C'est toujours plus respectueux. Ma question portait sur le mensonge qui n'est pas nié, c'est-à-dire un mensonge qui s'affirme au devant de tout, même contre le réel. Conscient. Conscient, oui, conscient et assumé. Est-ce que pour vous, ça c'est une nécessité maintenant pour pouvoir réussir à s'affirmer sur la scène politique? Non, mais surtout pas, surtout pas. À l'heure des réseaux sociaux où tout se sait avant même que les analyses aient pu être faites, je ne suis pas du tout dans la logique de trouver des vertus au mensonge. Malheur à celui qui ment, ça se retourne toujours contre lui. On le voit, on l'a vu, Jérôme Cahuzac, ancien ministre des Finances, qui affirme qu'il n'avait pas de compte en Suisse, très vite ça s'est su. Est-ce que c'était un déni de sa part? J'en sais rien. Je ne peux pas imaginer qu'il l'ait dit alors qu'il croyait qu'effectivement il n'avait pas de compte en Suisse. Enfin, faut pas déconner quoi. Dans le cadre de tels mensonges, est-ce que les mots ont encore un sens? Comme disait Ésope, la langue est la plus belle et la pire des choses. C'est-à-dire on peut dire des choses magnifiques comme on peut dire les mensonges les plus éhontés. La réalité ne peut pas cohabiter avec une vérité étatique qui s'imposerait au-dessus de tout? Ça s'appelle une dictature. Il y a des pays aujourd'hui, c'est le cas, où la parole publique est parole d'évangile et tout le monde, comme un seul homme, suit cela. Donc est-ce que ça peut cohabiter? En régime totalitaire, malheur à celui qui ose penser différemment que la parole officielle. Dans des fondations démocratiques, ça ne peut pas cohabiter. Non, mais la réalité, elle s'impose. Mais le mensonge étatique s'impose aussi différemment. Il peut s'imposer par la force. La réalité, elle s'impose naturellement. Il y en a toujours un qui va fouiller, chercher, comprendre, argumenter, contre-argumenter, expertiser une parole. Donc est-ce que les deux peuvent cohabiter? Enfin, de mon point de vue, on n'est pas du tout dans des choses de même nature. Même si on considère une population qui serait lobotomisée. Si on se place dans le cas où personne jamais ne réfléchit, c'est le chef qui parle et tout le monde fait pareil. Pas de discussion, pas de débat. Comment en est-on arrivé à un tel désintérêt en politique et comment réanimer le débat public? Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça, c'est ce qu'on entend régulièrement. Les gens ne vont pas voter, ils ne s'intéressent pas à la politique. Je ne sais pas combien de maires ne veulent pas se représenter. Sur l'agglo de Nancy, moi, je n'en connais pas un qui ne se représente pas. Regardez le nombre de listes qui se présentent, mais quelle que soit l'élection. Là. Est-ce que l'intérêt du débat public a changé de nature? Je pense que oui. Maintenant, dire que les gens ne s'intéressent plus à la politique, mais c'est pas vrai du tout. Les gens s'intéressent à la politique. Dire que la politique, qu'il y a un désintérêt de la politique, non. Et c'est pas parce que dans un village, on est à 10 jours du dépôt de liste et qu'aucune liste n'est déposée, pour l'instant, qu'il y a un rejet de la politique. Vous verrez dans ce village-là qu'il y aura une liste. Alors après, est-ce que les gens vont voter ou pas? Ça, c'est autre chose.
L'élection présidentielle, qui est quand même l'élection majeure, vous avez toujours entre 70 et 80% de participation. Les élections législatives qui suivent, un peu moins parce que la nature humaine est ainsi faite et les gens se disent je vais pas parce que ce dimanche-là, j'ai autre chose à faire. Après, il faut être attentif à ce que le débat public soit républicain et démocratique, et pas confisqué par des extrêmes. Et ça, c'est le plus dur, parce qu'avec la puissance des médias aujourd'hui, il faut faire attention à ce que chaque citoyen puisse garder son libre arbitre et sa manière de voir objectivement les choses. Et parfois, il y a aussi la parole de l'État qui joue aussi beaucoup sur le débat public. L'État, il est quand même issu des urnes. Alors, il faut faire attention. Les gens qui tapent sur l'État, il faut faire vachement gaffe, parce qu'il y a un seul État, laïque, républicain, démocratique, qui nous protège. Il y a des majorités qui changent. Il faut faire attention quand les gens disent l'État a décidé de baisser les dotations, etc. C'est pas l'État, c'est ceux qui sont en charge de la décision publique qui ont fait cette décision. Mais ceux qui sont en charge de la décision publique, ils sortent des urnes. Et moi, il n'y a rien de pire que des gens qui vont pas voter et qui ramènent leur gueule après. Moi, j'ai envie de leur dire ta gueule. Il y a des gens qui sont morts pour que tu puisses voter. Non, tu t'en laves les mains, tu préfères aller à la pêche le jour du vote. Et après, tu viens gueuler parce que les décisions prises te vont pas. Commence par aller voter, après tu t'engages. J'avais un jeune de 25 ans dans mon équipe il y a 6 ans, c'était plus jeune. Aujourd'hui, le plus jeune, c'est le même, mais il a 31 ans. Parce que aujourd'hui, objectivement, alors après, je ne vais pas jeter la pierre aux jeunes, parce que entre les études, les trucs, etc., ils ont d'autres choses à penser que d'être conseiller municipal. Et c'est pas un désintérêt. C'est parce que il n'a pas le temps, etc. Mais c'est pas parce qu'il s'en fout. De mon point de vue, maintenant je me gourre peut-être, mais je crois beaucoup en la jeunesse. À l'échelle locale, départementale et régionale, Est-ce que selon vous, la logocratie est une pratique courante ? Non, parce que les gens ne sont pas cons. Ils se rendent compte à un moment qu'on se fout de leur gueule et qu'on leur raconte n'importe quoi. Et ce que je vois avec beaucoup de plaisir, c'est que de plus en plus de collectivités régionales, municipales, départementales, font appel à des espaces de débat citoyen. Et ça, c'est bien. Modestement, à l'Axou, on le fait aussi depuis 6 ans, avec un budget participatif, c'est-à-dire 100 000 €, où les citoyens font ce qu'ils veulent. Alors, dans les limites républicaines, etc. Il y a quand même cette logocratie est très risquée. Mais je n'en vois pas de signe localement, en tout cas. D'accord. Et à l'échelle nationale ? Ça peut être utilisé par certains partis extrémistes. Une manière de présenter les choses, une manière de contester des prises de décision officielles. Ça, c'est l'apanage des extrêmes, ça, le mensonge. Et est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement pourrait en arriver à s'emparer de cette arme, un peu comme on a vu, par exemple, aux États-Unis ? Je ne pense pas qu'on s'américanise aujourd'hui au point d'avoir les mêmes types de réflexes qu'ont les Américains. En revanche, on a vécu, il n'y a pas si longtemps, la crise du Covid. Ça, effectivement, on ne savait pas quoi faire, etc. Et le gouvernement a dit, l'État, en tout cas ceux qui étaient en charge de l'État, a dit, hop, confinement. Tout le monde a fermé sa gueule. Et les seuls qui ont ouvert leur gueule, c'est après le déconfinement, en disant, il fallait pas. Enfin, je rappelle quand même que il y a eu quand même un nombre de morts assez impressionnant. Mais la grippe fait 8 000 morts par an, et ça dérangeait personne. Bon, sauf que là, on montait à 20 000. Enfin, c'était quelque chose. Mais là, le gouvernement avait dû dire, Emmanuel Macron avait dû dire, enfin, j'étais député à l'époque, et voilà. À un moment qu'on ne sait pas, mais on n'était pas les seuls à ne pas savoir. Le monde entier a été confiné. C'est facile après de dire quel nul, il fallait pas faire ça. Enfin, ce qui arrive après la bataille en disant je l'avais bien dit, je m'en méfie beaucoup. La logocratie, comment empêcher qu'elle s'installe en France ? Par l'éducation, par l'explication. Après, on vit dans un monde de rapidité, donc les gens n'ont pas le temps d'écouter l'explication. Ça démarre par la culture, par l'école, ça démarre par les parents. Des parents impliqués, des enseignants impliqués, ils le sont. Des enfants bien élevés. L'éducation, c'est les parents, l'instruction, c'est l'école. Et l'instruction, la culture, voilà, c'est ça qui est l'arme d'inclusion massive, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est Lincoln qui disait vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Pour un dirigeant totalitaire, il n'y a rien de mieux qu'un peuple ignorant. Et qu'on maintient dans l'ignorance pour pas qu'ils se rebellent, pour pas qu'ils réfléchissent, etc. D'ailleurs, la Révolution française, tout le monde s'est mis à remettre en cause la parole, par exemple, de l'Église. D'accord, donc c'est un combat citoyen plutôt qu'au niveau des gouvernants. Tout le monde doit s'y mettre, les
gouvernants sont des citoyens aussi.